Cette citerne est devenue le centre de ce quartier de Mossoul-Ouest. Le réseau d'eau a été détruit dans les bombardements et chaque famille vient remplir des bidons ici. Ces Mossouliotes ont de la chance, ils ont retrouvé leur maison habitable malgré les combats violents qui ont eu lieu dans ce secteur. Mais la vie est dure. Ça dépend de mes enfants. S'ils trouvent du travail, on mange. S'ils ne trouvent pas, on ne mange pas. Ils font quoi comme travail? La reconstruction, ils charrient les gravats, ils creusent, le béton. Ils font ce genre de choses. On veut que le gouvernement nous aide. Ça fait 3 ans maintenant, nous sommes détruits. Moi, je suis lycéen. Qu'est-ce que je dois faire? Aller à l'école avec mes outils? Souvent, la corvée d'eau est effectuée par les enfants. L'école n'a pas encore ouvert ses portes. Le bâtiment n'a pas trop souffert, mais les salles de classe n'ont pas encore été déminées. On a avant tout besoin d'équipements, les fournitures scolaires. Pour l'instant, on n'a rien. Les enfants ont besoin de soutien psychologique. Les adultes ont été choqués par ce qu'ils ont vécu. Alors imaginez les enfants. La vieille ville est en ruine et déserte. Des bombardements massifs ont été nécessaires pour déloger les combattants de l'organisation État islamique. Quelques grands axes ont été déblayés, mais pour l'essentiel, le maelstrom de béton et de carcasses de voitures est impénétrable. L'accès est interdit aux civils. Il leur faut des laissez-passer pour accéder aux ruines de leur maison et tenter de récupérer quelques affaires des décombres. Cet homme a un magasin de produits de beauté. Il a tout perdu. Tout a été brûlé. Le bâtiment s'est effondré. On a récupéré ce qu'on a pu. Je me trouve dans les ruines de la mosquée Al-Nouri, c'est l'épicentre de l'organisation État islamique. C'est ici qu'Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé le califat. C'est aussi ici que les combats ont été les plus violents entre l'armée irakienne et les djihadistes. La preuve, ce minaret historique, un des symboles de Mossoul aujourd'hui totalement détruit. Il faudra sans doute des années avant qu'on puisse revenir habiter ici. Pour l'heure, cette partie de la ville reste une no-go zone, une zone interdite. On est avec James André, l'auteur de ce reportage. James, on a vu comment vivaient ceux qui sont rentrés, mais tous ne sont pas rentrés, notamment ceux qui ont vu leurs habitations rasées. Comment est-ce que la vie va s'organiser dans le futur pour ces gens-là ? Alors, en fait, je pense qu'on peut distinguer 3 zones en fait, dans Mossoul. Il y a Mossoul Est, donc, qui est la partie qui a été libérée en premier. Aujourd'hui, celle-là, elle fonctionne à peu près bien. Tous les magasins sont ouverts, il y a beaucoup de monde. Quand on la traverse en voiture pour aller à l'ouest, on se rend compte que, évidemment, il y a beaucoup d'infrastructures détruites, il y a des zones qui n'ont pas d'eau, il y a pas mal de problèmes, mais il y a quand même beaucoup de monde qui est revenu. C'est pas le cas de Mossoul Ouest. Et Mossoul Ouest, il y a effectivement les problèmes d'eau, il y a les maisons détruites, mais il y a aussi encore tous les explosifs qui sont sur place, c'est-à-dire que la police, à l'heure où on parle, continue à faire des fouilles dans toutes les maisons pour essayer de trouver des armes, des explosifs qui seraient sur place. Et puis ensuite, il y a l'hypercentre, la vieille ville. Et celle-là, elle est absolument détruite. On le voit dans les images. Mais alors aujourd'hui, elle est interdite d'accès finalement pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle est encore bourrée d'explosifs. Il y a des mines un petit peu partout. Mais aussi parce qu'il y a encore des centaines, probablement des milliers de corps qui sont encore sous les décombres. Il y a des ONG qui travaillent au jour le jour pour essayer de les récupérer. Et c'est vrai que ce dont on se rend compte, et on se rend compte d'ailleurs avec cet étudiant qui a l'air d'avoir une vingtaine d'années, qui nous dit qu'il est au lycée, eh bien, le temps s'est suspendu. Les gens, leur vie s'est arrêtée pendant 3-4 ans pour ceux qui ont fui. Et il y en a encore des milliers qui sont dans des camps de réfugiés autour de Mossoul, ces immenses camps qu'on voit quand on va vers Mossoul, qui font, c'est des milliers de tentes blanches alignées. Et ces gens-là, pour eux, ils n'ont pas encore pu reprendre leur vie dans Mossoul. Et c'est vrai que quand on voit l'ampleur des dégâts, eh bien, il y a des gens, avant qu'ils puissent rentrer effectivement dans leur maison, il va y avoir beaucoup de travail. On va aussi parler, James, de ce référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien qui doit se tenir lundi prochain, mais rien n'est moins sûr pour l'instant. Les pressions internationales contre ce scrutin sont énormes. La Turquie, l'Iran, l'Irak ont dénoncé ce référendum. L'ONU appelle au dialogue avec Bagdad. Le président de cette région du Kurdistan, Massoud Barzani, doit s'exprimer demain samedi pour faire connaître sa position définitive. Ma question, elle est simple, James, est-ce que ce référendum aura lieu ? Écoutez, pour l'instant, c'est vraiment difficile à dire. Pourquoi ? Parce que nous avons d'une part les politiciens kurdes qui disent tous, quel que soit leur bord, que le référendum va se tenir et qu'il n'y a pas de débat là-dessus. De toute façon, c'est ce que dit Massoud Barzani lui-même, nous n'avons pas eu de proposition alternative qui soit suffisamment intéressante pour nous le faire annuler. C'est un moment historique, c'est maintenant ou jamais. Ça, c'est la position donc du parti de Massoud Barzani. Ce n'est pas le cas de l'opposition qui pense que oui, il faut un référendum, mais pas maintenant, que ce n'est pas le moment. Mais en tout cas, pour l'instant,
tout le monde est sur cette position de dire il y aura référendum. Dans le même temps, Massoud Barzani, dans tous ses discours, il est en train, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, de faire un discours devant ce qui doit être le plus grand meeting pro-référendum et pro-oui au référendum qui est en cours maintenant à Erbil. Eh bien, dans tous ses discours, il dit toujours si j'ai une proposition suffisamment intéressante, j'annulerai le référendum. Il laisse tout le temps une porte ouverte. Et ce que je pense, c'est qu'il y a des tractations qui sont en cours. Il semble que les Kurdes aient un certain nombre de points très précis sur lesquels ils veulent un accord de la communauté internationale, enfin un accord de Bagdad avec le soutien de la communauté internationale. Et pour l'instant, eh bien, cette négociation, elle est encore en cours, elle n'est pas terminée. Et il serait absolument pas surprenant que ce référendum s'annule demain, voire même dimanche, parce qu'il faut se souvenir que dimanche là-bas, c'est le lundi occidental, hein, c'est le premier jour après le week-end, parce que là, c'est le week-end. Il serait vraiment pas étonnant à la veille du référendum. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un énorme jeu de poker avec d'une part les Américains, les Occidentaux, les Britanniques, l'ONU qui font pression pour que ce référendum n'ait pas lieu, Bagdad qui fait pression pour que ce référendum n'ait pas lieu, mais aussi la Turquie qui fait des manœuvres militaires à la frontière du Kurdistan irakien, l'Iran qui menace de fermer ses frontières si jamais ce référendum ne fait. Je reviens un instant sur la Turquie qui dit qu'il fermerait, enfin qu'il y aurait des sanctions économiques, traduisait la fermeture du seul canal pour que les Kurdes puissent exporter leur pétrole vers la communauté internationale. Donc très clairement, la pression est maximale et on peut s'attendre que ça aille dans un sens ou dans l'autre. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils vont le faire. S'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils vont l'annuler. Et ça passera au niveau de la population, vous verrez. Et on monitorera ça, on suivra tout ça sur France 24. Merci beaucoup à James André.